Bon, Céline me dit qu'on va y aller, donc on va y aller. Alors, moi je sais juste que je ne suis pas trop près de mon côté. Alors, donc c'est moi qui vais faire l'introduction, et puis après, bah comme maintenant je vous laisserai après sur avec Céline sur le traitement sur Lightroom. Donc, alors on va déjà afficher ça. Hop, normalement vous devez voir une partie de mon écran. Alors, donc ce soir, on va parler de traitement photo. Ça sera tout à l'heure. Et en plus, moi, je tenais déjà, et Céline leur fera sûrement, remercier les gens qui nous ont envoyé leurs photos pour qu'on les traite en temps réel. Donc, avant de commencer, quelques conseils pour bien suivre ces petits moments ensemble. Donc, ces 45 minutes qui nous attendent devant nous. Le premier conseil, ça va être d'allumer ou d'augmenter le volume de vos enceintes ou de vos haut-parleurs. Donc, on va vous poser la question maintenant, c'est est-ce que tout le monde m'entend bien? Alors, il y a un petit module de questions, alors certains l'ont déjà découvert tout à l'heure. Vous pouvez me mettre un petit oui ou un petit non. Si je vois qu'il y a beaucoup de petits noms, on essaiera de faire quelque chose. Si je vois qu'il y a que des oui, eh ben, on va continuer. Donc, c'est parfait à première vue. Et cool. Pas mal d'interactions ce soir, ça va être génial. Alors, donc on continue. Alors, je vous recommande de prendre des notes. Donc, prenez un petit bout de papier, un iPad, un stylo. Enfin, prenez quelque chose pour noter parce qu'on va avoir beaucoup de choses ce soir. Et du coup, si vous devez vous lever, profitez-en pour prendre une bouteille d'eau. Alors, en début de semaine, donc peut-être pas autre chose, mais prenez une petite bouteille d'eau, en tout cas de quoi boire, tout simplement pour ne pas avoir à quitter l'ordinateur et suivre et profiter au mieux de ce que va vous montrer Céline juste après. Ensuite, bah, le petit conseil classique, hein, éteignez portable, télévision, radio, ça prend de la bande passante pour rien et en plus ça peut vous distraire pendant la présentation et ça serait dommage d'en louper une miette. Donc voilà, restez concentrés, ça dure pas très longtemps, c'est pas des maths, c'est que du bonheur, c'est de la photo. Donc profitons-en et passons un agréable moment ensemble. Après, il s'est avéré que certains avaient peut-être un problème d'image ou de son de moins bonne qualité, ce qui semble vraiment pas le cas ce soir. Donc, c'est déjà, certains sont peut-être déjà venus nous voir précédemment. Donc, les petits conseils classiques, hein, vous éteignez tout ce qui est téléchargement, Lego ou pas au passage, streaming, choses comme ça, et vous éteignez principalement Skype qu'on a tendance à laisser allumer, qui prend énormément de bandes passantes sur le réseau de chez vous. On remet un petit peu le contexte de ces conférences en ligne, de ces masterclass. Alors, on ne sait pas encore trop comment on va les appeler, mais ça ressemble bien à s'appeler masterclass en tout cas. On avait tout simplement envie pendant une heure, c'est-à-dire que vous, bah, vous passez une heure avec nous, puis nous on passe aussi une heure avec vous. Alors, c'est un peu unilatéral dans le sens où il n'y a que nous qui parlons à ça. Il y a peut-être des chances que ça change un petit peu au vu des retours qu'on a eus, hyper positifs, et on tenait à vous remercier. Donc là, cette fois, on est à cette troisième masterclass et aujourd'hui, bah, vous êtes de plus en plus nombreux à être présents. Alors, vous n'êtes pas des millions, mais vous êtes quand même une petite 350e. Donc, vous êtes nombreux ce soir à vous intéresser à la photo et principalement à Lightroom. Donc, dans ces masterclass qui vont revenir, hein, c'est pas parce que c'est les fêtes de fin d'année qu'on a fait que ça, on le connaissait déjà ce format-là. On va le refaire, on verra ensemble des astuces. Donc là, ce soir, c'est du pur Lightroom, on fera aussi du DxO, on fera sûrement du Photoshop, on fera même d'autres choses. Le principe de la masterclass, c'est qu'on va essayer d'en faire une tous les mois, le plus souvent possible en tout cas, avec les sujets qui vous plaisent. Donc, n'hésitez pas à interagir sur tout ce qui va être page Facebook, compte Twitter. Si vous avez des questions, eh ben, le meilleur moyen, c'est qu'on y réponde et vous êtes notre meilleure source d'inspiration pour ce genre de choses, tout simplement. Donc, on verra aussi des bons plans, des tutos. Ce soir, c'est aussi tuto. Euh, et bah, le meilleur moyen de ne pas louper l'annonce, c'est tout simplement de s'abonner à la newsletter. Mais à première vue, si vous êtes là ce soir, c'est que vous êtes déjà abonné à notre newsletter. Alors, on se présente très rapidement. Céline et Guillaume Manceron, je refais la même phrase et elle me plaît bien. On n'est pas frères et sœurs, on est mariés et parents de 2 enfants. Donc, 2 passionnés de photos et de vidéos. Céline est très orientée photo et moi, je le suis beaucoup moins maintenant et beaucoup plus orienté vidéo pour le coup.
Et nous avons créé plusieurs communautés autour de tout ça. La première étant Photopassion, qui est un blog qui ne parle que de photographie. On a fait un tout petit peu de vidéo, mais finalement on a décidé de scinder les deux pour créer autour de la vidéo, qui est plus notre deuxième bébé, et on a notre gros pépère le plus vieux, enfin l'un des plus vieux, qui est GoPro FR, qui malgré son nom n'adresse pas que les GoPro, parce que quand je l'ai créé, il n'existait que les GoPro, et aujourd'hui il y a des produits très très bons à des prix très très intéressants, comme les Sony ou Toshiba ou des choses comme ça. Donc on n'est plus trop sectaire sur ce forum-là. Alors, dans les précédentes conférences, on avait vu le sac photo. Alors, je le redis, parce que je l'ai dit il n'y a pas très longtemps, je le redis, dans les précédentes conférences, on a vu comment préparer son sac photo, et ce qu'il fallait retenir de tout ça, c'est qu'il vous fallait un sac qui est confortable, donc vous êtes bien dedans, hein, c'est à vous de l'essayer, tous les sacs ne correspondent pas à tout le monde. Bien sûr, ne pas partir trop chargé, parce que un dos, ça peut difficilement se racheter, on n'en trouve pas encore sur eBay. Donc on fait attention à ne pas se fatiguer le dos et avoir au moins un objectif lumineux soit dans votre besace, j'allais dire, ou dans votre sac à dos. Après, on avait vu donc dans cette deuxième masterclass la semaine dernière la prise de vue. On avait vu le trio ouverture, ISO et vitesse. On vous a montré comment choisir l'ouverture, comment choisir vos ISO et principalement choisir votre vitesse. On avait vu très rapidement, pour ceux qui étaient là, je vous avais parlé du réglage flash et surtout on avait parlé de où faire notre mise au point, notre focus. Et du coup, je refais la petite promo de l'ebook des 30 erreurs du photographe que l'on fait. Allez, on va le dire, nous aussi on les fait encore, on est humain, on oublie toujours quelque chose. Donc voilà, téléchargez-le, c'est bon à imprimer, c'est évidemment gratuit, hein, il n'y a pas de module de paiement, ce genre de choses-là. Et je crois que c'est à peu près tout. N'hésitez pas à nous suivre sur Twitter, Facebook, aussi bien moi ou Céline. Et je vais tout simplement maintenant lui passer la main avec vos photos. Donc elle va refaire un petit peu sa présentation et présenter son CV. Et puis je vous retrouve peut-être pour la conclusion. Et voilà, donc on va faire les modifications pour que ce soit Céline qui affiche son écran et plus moi. Alors, il faudra nous excuser si ça prend un petit peu de temps, mais on revient tout de suite. Alors, bonjour tout le monde. Du coup, c'est moi qui vais passer du côté de Lightroom. Alors, pour plusieurs raisons, Guillaume a déjà abordé un petit sujet. Je suis essentiellement photo, Guillaume essentiellement vidéo. Ce qui fait que maintenant, quand je filme, je donne toutes mes vidéos à Guillaume pour qu'il les monte. Et quand lui fait les photos, il me les donne gentiment également pour que je les traite. Donc finalement, je suis devenue, on va dire, entre guillemets, une sorte d'experte sur Lightroom. Et lui est une experte du côté de Final Cut. Donc, ce soir, on va travailler essentiellement donc, sur Lightroom. Il y a quelques photos qui nous ont été envoyées par des personnes qui doivent être là. Donc, on en a sélectionné quelques-unes qu'on va traiter en direct. Alors, n'hésitez pas déjà à nous dire quand ça va trop vite. On va essayer d'aller lentement. On va essayer d'aller lentement en fait au niveau de l'interface parce que justement on est sur le net. Je vais essayer aussi d'oublier tous les, on va dire, les raccourcis clavier que j'ai en mémoire et essayer de passer par les menus pour bien vous montrer comment ça marche et comment on peut faire. Donc, on va aller pas à pas. Donc, normalement, vous voyez là à l'écran tous une interface Lightroom, Lightroom 5 d'ailleurs, où il n'y a aucune photo. Voilà. Donc, j'ai créé un nouveau catalogue juste pour aujourd'hui, justement juste pour de la démo. Et je vais juste vous présenter quand même assez rapidement à comment ressemble justement l'interface. Alors, on a une première partie, hop, ici, qui va en fait correspondre à vos photos. Donc pour l'instant, j'ai rien. On va les voir ici tout à l'heure s'afficher. Donc on a une première partie à gauche. Cette partie se rétracte. Alors c'est intéressant à le savoir
en cliquant sur la petite flèche, voilà. Ça vous permettra qu'après votre photo tout à l'heure on va mettre ici peut être beaucoup plus grande. On a ici une partie là qui sera la timeline en fait, qui permettra d'avoir toutes les photos. Une partie ici à droite, donc on va avoir tous les réglages possibles et imaginables. Et juste en haut, le bandeau en haut, ici, vous allez pouvoir justement définir jusqu'à quel niveau de développement vous allez. Voilà. Donc ça, c'est simple. Et au milieu, on a notre photo. Bon, là, ça, on va dire que il n'y a pas de photo, donc ça parle à personne. Donc ce qu'on va commencer par faire, c'est déjà importer des photos. Alors sous Lightroom, déjà, vous avez la chance d'avoir des catalogues. Donc comme je vous disais tout à l'heure, j'ai fait un nouveau catalogue. Voilà. Ici, vous pouvez créer un nouveau catalogue. Donc personnellement, j'en ai 3. Un catalogue personnel avec nos photos perso, hein, soit des photos qu'on fait pour notre propre book, mais aussi des photos de famille. Un catalogue prestation qui correspond justement aux photos quand je pars en prestation, qui est bien isolé et sauvegardé plusieurs fois, celui-là, au moins 3 fois. Et un catalogue en généralement démonstration, parce que vu qu'on intervient sur des salons et autres, j'ai pas forcément envie que toutes mes photos perso apparaissent, enfin, vous l'imaginez bien, sur le net ou en milieu du salon de la photo. Donc voilà, donc là on a un catalogue démonstration. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir importer des photos. Donc j'avais sélectionné quelques photos, donc celles que vous m'avez envoyées, mais également des photos qui étaient en lien avec Noël. Donc on a la possibilité, alors je suis sous Mac, donc les raccourcis que vous voyez sont les raccourcis Mac. Donc on va venir importer des photos et des vidéos. Voilà, donc on a une nouvelle fenêtre qui s'affiche. Il nous demande où elle se trouve. Donc par exemple, quand vous avez, alors là on voit mes disques durs, si vous avez une carte mémoire également que vous avez branchée ou un appareil photo, il va s'afficher. Alors de mon côté, elles sont sur le bureau. Donc j'avais sélectionné celle-là et celle-là. Donc voilà. Donc du coup, il me met toutes les photos qui ont été sélectionnées là à l'écran. Je pense que vous les voyez bien. On a la possibilité en haut de définir justement si on veut les copier, les déplacer ou les ajouter. C'est surtout pour les mettre après dans différents dossiers. On peut en sélectionner une partie ou rien sélectionner du tout, en sélectionner une ou deux. Après voilà, ça dépend. Moi, de toute façon, en général, vu qu'on décharge les cartes, c'est comme ça qu'on les décharge. On passe sous Lightroom, on sélectionne tout et on importe tout. Alors l'avantage de Lightroom, c'est que par exemple là ici à droite, vous avez une petite fonction qui s'appelle ne pas importer les doublons. Ça veut dire que si jamais vous avez déjà importé des photos, il va les détecter et il les remettra pas. Alors pourquoi c'est intéressant? C'est juste que des RAW, ça a une taille assez conséquente. Ça peut aller jusqu'à 20 mégas, 50 mégas pour le D800 par exemple. Et si vous importez en fait plusieurs fois la même photo, bah, du coup vous stockez aussi plusieurs fois la même photo sur votre espace. Et à coup de 1000 photos à 50 mégas, bah, ça commence à faire quand même quelques gigas. Et ça fait quand même assez mal au disque dur. Hop. Et alors après, pour nous, c'est quelque chose de très important. Ici, vous allez pouvoir sélectionner où vous voulez importer vos photos. Donc après, moi, j'ai des règles. Alors là, c'est vu qu'on est sur la démo, je ne vais pas les appliquer exactement. Je laisse toujours l'importation par date. Alors dans un dossier qui est généralement le dossier image RAW de mémoire, et je laisse toujours l'importation par date, ce qui fait que du coup, j'arrive toujours à m'y retrouver. Alors pourquoi? Parce que si jamais vous faites, je sais pas, l'anniversaire de Tata Ginette, demain vous faites l'anniversaire de Tonton Bruno, après dans un an vous refaites l'anniversaire de Tata Ginette. Si vous faites que des dossiers appelés anniversaire Tata Ginette, vous allez perdre le fil, vous allez aussi perdre le fil des années, et vous allez retrouver avec des dossiers en doublon sans forcément avoir conscience que finalement ils sont pas de la même année. Donc on travaille, enfin moi principalement je travaille toujours avec les années et les dates, et après je viens rajouter justement les notions d'événements. On va les voir. Donc là vous avez vu, j'ai fait un dossier donc, qui s'appelle démonstration, que j'ai demandé de trier par date avec le format. Donc pour ma part je mets année, mois et après jour. Hop, et on lance l'importation. Voilà, donc ici on a la petite bandelette là-haut en gauche qui importe. Et on a les photos qui s'affichent ici au fur et à mesure, comme dans la timeline en bas.
Et vous avez vu ici, donc à gauche, ça y est, on commence à voir les photos. Donc 2012, il y a 6 photos. 2013, alors ça, c'est des photos qui nous ont été envoyées. On va travailler dessus. Après 2013 également, j'en ai 41 autres. 91 même. Et 2014, j'en ai qui arrivent également. Il me semble que c'est des photos qui ont été envoyées également. Alors, est-ce que ça va déjà? Est-ce que ça va pas trop vite? Alors, n'hésitez pas à vous manifester. C'est Guillaume qui surveille un peu si tout va bien. Et il me fera signe s'il y a un petit souci. Alors, on va commencer déjà par vos photos à vous. On va prendre celle-là, par exemple. Alors, première photo. Alors, la base même à faire quand vous avez une première photo que vous sélectionnez. Donc, par exemple, ici, vous pouvez très bien dire celle-là, je la garde. Donc, par contre, je suis désolée, moi, je connais que avec les filtres, que les miniatures, que les raccourcis. Alors, il y a des raccourcis très simples qui marchent pareil sous Mac et sous Windows. X, c'est que vous rejetez la photo. Ça veut dire qu'après, vous pourrez toutes supprimer les photos rejetées. U, vous mettez plus de marqueur. Et P, vous gardez la photo. C'est pareil, après, si par exemple, j'en mets ici deux en P et une sans marqueur, quand je vais utiliser le filtre qui est là, il me gardera que celle où j'ai mis en fait un marqueur, le marqueur P, donc la retenue. C'est important parce que quand on fait du tri, justement, ça sert énormément à aller très très vite. C'est-à-dire que je vois sur, par exemple, pareil, vous faites un anniversaire ou pour les fêtes de fin d'année, vous faites le déballage de cadeaux, vous allez beaucoup être en rafale. Le problème, c'est qu'il y en a beaucoup, il va y avoir beaucoup de déchets. On peut aller très très vite du coup avec juste les X et les P pour faire un premier tri en fait. Donc c'est important de connaître juste ces trois raccourcis, ça permet vraiment d'aller très vite. Donc on va commencer par cette première photo. Alors la base même en fait, alors quand j'ai commencé moi sous Lightroom, je commençais juste avec la partie bibliothèque, à essayer de manipuler en fait ces réglages-là. Ça m'a permis d'apprendre un petit peu à connaître ce que voulait dire exposition, contraste, ombre et comment je peux le modifier. Je suis passée après à la fenêtre développement. Alors, et qu'on va voir du coup tout de suite, ce sera quand même plus simple. Alors, première chose quand vous traitez une photo, c'est de travailler d'abord sur le recadrage afin de définir un peu ce que vous avez envie et ce que vous aviez en tête. Et la première chose à faire, c'est la ligne d'horizon. Alors, on a un outil ici, hein, vous avez peut-être vu, je l'ai pris, c'est pour redresser. Alors, la petite réglette, et c'est très simple. Vous venez vous mettre sur la ligne d'horizon quand vous en avez une. On va voir tout à l'heure que j'ai une photo où j'ai pas de ligne d'horizon. Vous allez tout simplement tirer un trait ici. Donc ça, vous lui dites finalement que ça, c'est censé être droit. Hop. Et voilà. Donc vous avez vu, il m'a juste un petit peu bougé. J'ai un angle juste de moins 1,20. Donc c'est pas grand chose. Mais déjà, vous savez, alors là c'est bien, c'est de la mer. Donc vous savez que la mer est censée être droite. Vous avez déjà une première base. Ensuite, sur cette photo, qu'est-ce qu'on a d'autre? Moi, il y a une petite chose qui me gêne, c'est ici, là. Je ne sais pas si vous voyez bien, il y a un bateau en fait qui est coupé, qui lui ne m'intéresse pas. Donc déjà, je vais venir le supprimer. Alors, il ne va pas laisser. Je vous conseille de rester toujours dans le format original de votre photo. Par exemple, le micro 4 tiers vont prendre des photos en 4 tiers. Un compact prend des photos de mémoire en c'est du 4 tiers aussi. Et par contre, les réflexes et certains hybrides vont prendre du 3,5. Voilà. Donc, comme vous recadrez votre photo, finalement, il va garder les proportions. Donc, regardez, déjà, j'enlève ce bateau-là qui me dérange. Alors, les photos maintenant que nous font les appareils photo sont de suffisamment grande qualité au niveau résolution pour qu'on puisse se permettre des recadrages assez importants finalement, sans trop de soucis. Et en faisant aussi des photos que vous pouvez toujours imprimer et de bonne qualité. Ensuite, alors sur cette photo, moi quand je l'ai vue la première fois, je l'ai imaginée en vertical.
Pourquoi? C'est juste qu'on a le bateau, donc qui est ici votre pièce principale finalement, votre élément principal, qui se situe en fait, qui va vers l'avant, qui va vers la gauche, mais qui se situe déjà sur cette ligne de tir ici en fait. Donc ce qui me dérange, c'est que du coup, j'avais plus assez de marge ici pour pouvoir en fait donner que mon œil en fait se projette. Alors qu'en vertical, on va le faire tout de suite. Hop, je passe en vertical. Je mets le grand mât. Alors, je suis désolée, moi, j'y connais rien en voile, donc je mets la grande voile en fait ou la petite ici sur ma ligne de tiers. Et du coup, je trouve que d'un seul coup, mon œil se projette beaucoup plus sur ce qu'il va faire. Hop, on ferme le cadrage et on voit tout de suite à quoi ça ressemble. Voilà. Donc, ensuite, deuxième étape. La première étape, c'était le recadrage. La deuxième étape, alors on n'est pas obligé de le faire, c'est déjà d'activer le profil de correction de l'objectif. C'est juste qu'ils ont tous les objectifs ont une petite déviance. Donc du coup, c'est quand même toujours très intéressant que Lightroom, il connaît quand même relativement bien tous les objets, corrige en fait cette petite déviance. Donc là, par exemple, je sais que ça a été pris avec un Canon et un 1855, 3556. Si je me trompe, n'hésitez pas, hein, mais c'est Lightroom qui me dit. Donc voilà, donc on a fait juste la correction de l'objectif. Troisième étape maintenant, on va travailler sur la balance des blancs. Alors le petit problème ici, c'est que j'ai du blanc, donc c'est pareil ici, regardez, j'ai ma balance hein, avec la température et la teinte. Je vais venir attraper la pipette et je vais lui dire qu'est-ce qui est blanc. Alors dans l'idéal, il nous faudrait du gris neutre, là j'en ai pas. Donc, je vais lui dire que ça c'est blanc. Alors elle fait pas trop mal. C'est pas changé. Est-ce que, regardez, si je change, regardez là, je passe vraiment dans le bleu. Là, c'est beaucoup trop orange. Donc finalement, ce qu'il m'avait fait m'allait bien. Je vais le refaire. Hop. Ça, c'était pas mal. Donc ça y est, finalement, on a une base propre aussi au niveau de la balance des blancs. On peut continuer. Ensuite, quatrième étape, c'est de jouer ici, sur toute cette partie-là. Pardon, c'est ma souris qui est partie. Qui est de jouer sur les réglages de base. Donc déjà sur l'exposition, est-ce que vous trouvez que la photo est trop éclairée ou trop exposée ou pas assez exposée? Là, on va pouvoir jouer. Donc soit on l'a complètement noire, soit on l'a complètement blanche. J'ai toujours tendance, moi, à un petit peu les sous-exposer. Et ce qui est intéressant, c'est ici. Donc, les hautes lumières, vous allez venir jouer justement sur l'impact du soleil, en fait. Alors là, il n'y a pas le soleil, donc du coup, on le voit peu. Pareil pour le blanc. On va venir, en fait, saturer le blanc ou pas. Hop. Et ce qui est intéressant également, ce sont les ombres. Donc là, vous allez venir accentuer, en fait, finalement, vos ombres ou les diminuer. Attention, si vous les diminuez trop, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. C'est comme ça. On verra sûrement sur une autre photo, ce sera plus radical. Si on diminue trop, on a l'impression de perdre en fait tout ce qui est relief. Il ne faut pas oublier que les ombres, c'est ce qui vous permet de donner du relief à vos photos, de montrer qu'est-ce qui est vallonné, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui est plus haut qu'un élément et plus haut qu'un autre. Donc c'est important d'en laisser un peu. Et ici, on va jouer sur les noirs, donc c'est pareil, si j'en mets trop, ça ne va pas. Par contre, c'est quand même important que votre photo soit un minimum contrastée. Hop. Et j'ai envie de dire, voilà, je pense que c'est tout. Il n'y a pas grand-chose d'autre à faire sur cette photo. Je ne sais pas ce que vous en pensez, justement. Après, alors juste une autre remarque. Moi, quand j'ai eu cette photo, j'ai aussi imaginé du noir et blanc. Alors, il faut savoir que Lightroom, par rapport aux autres logiciels photo, il a un intérêt énorme. C'est qu'il ne vient pas faire les modifications sur votre photo. C'est-à-dire que là, je n'ai pas besoin d'enregistrer ma photo. Et finalement, la base n'est pas écrasée. Au contraire, Lightroom vient en fait enregistrer les modifications dans un petit fichier qu'il applique après à la photo. Ce qui fait que ma base, je peux toujours la retrouver. Et c'est justement ce que je vais faire, c'est que je vais demander à ce qu'il me copie la photo, qu'il m'en fasse une autre, qui s'appelle la copie virtuelle. Alors, pourquoi virtuelle? C'est que cette copie n'existe pas sur votre disque dur. C'est toujours pareil, on vous reprenez pas de la place sur votre disque dur.
Il duplique juste en fait le traitement que vous allez faire. Et donc je vous disais, je la voyais bien noir et blanc. Et en fait, dans le développement, ici, vous avez tous les paramètres. Donc il y en a tout plein, hein. Et moi, j'utilise pas mal le noir et blanc, notamment le 4 et le 5. Hop. Et là, c'est le 3 que je vais choisir. Ah, c'est peut-être pas le 3, je trouve qu'il y a beaucoup de... On a rajouté beaucoup de gris. Donc si vous cliquez sur la photo, vous l'agrandissez à 100%. C'est assez intéressant. Donc voilà, j'ai ma photo en noir et blanc. Je la laisse jamais telle quelle non plus. Je vais venir modifier quelques paramètres. Donc moi j'aime bien remettre un peu de blanc. Je vais vous rappeler tout à l'heure le contraste. Là, j'ai vraiment l'impression qu'il m'a tout enlevé niveau ombre, ce qui fait que j'avais l'impression d'avoir une photo plate. Je vais mettre un peu de noir et blanc. Voilà, on met un peu de contraste. Et alors, ce que j'aime bien faire aussi quand je fais du noir et blanc, c'est que je rajoute du vignettage. Donc je descends un peu le gain, je descends le milieu au maximum et arrondi et contour progressif, je le mets au maximum aussi à gauche. Hop. Alors pourquoi? C'est que là du coup j'amène un côté noir en fait sur les côtés. Si je fais milieu dans l'autre sens, on voit tout de suite en fait c'est. Voilà, j'en rajoute beaucoup. Si je vais le gain dans l'autre sens, vous savez, c'est les photos qu'on voit des fois chez nos grands-mères avec beaucoup de blanc sur les côtés. Voilà. Alors ma photo est un peu sombre, du coup je remonte un tout petit peu mon exposition. Alors c'est un jeu permanent en fait entre les réglages, mais finalement, je pense que ça suffit. Il n'y a pas besoin de plus. On peut passer à la suivante finalement. Alors on va faire rapidement la deuxième, parce que je pense que vous avez compris le principe. Donc, premièrement, je vais reprendre ma ligne d'horizon. Alors là, le petit souci pour la personne qui a fait cette photo-là, c'est que les photos sont floues. Enfin, moi, cette photo, je la trouve relativement floue. Alors, c'est dommage parce qu'il y a une bonne idée avec le petit bout d'arc-en-ciel qu'on peut voir. Hop, voilà. Après, ici, alors, vous allez voir tout de suite, si je joue avec les hautes lumières, on voit que le soleil, on voit où il est en fait, le soleil. Il doit être juste par là, en fait. Donc, bien sûr, moi, j'ai pas forcément envie que ce ciel soit cramé. Par contre, ce que j'aimerais bien, c'est finalement que ma montagne soit bien noire. Hop. Qu'on voit bien la montagne et qu'on voit également bien l'arc-en-ciel. Donc c'est pareil, je vais rejouer avec le vignettage. Tout simplement parce que ça va me permettre d'enlever un peu ce qui se passe sur les côtés et vraiment de cibler et d'attirer l'attention de l'œil sur l'arc-en-ciel qui est au milieu. Vous avez vu, ça va quand même très très vite. Ça m'a pris même pas 30 secondes sur cette photo-là. Et on a une photo où on voit bien l'arc-en-ciel. Alors, il y a une petite fonction sur Lightroom qui est sympa, qui est ici, qui vous permet de faire un avant-après, justement. Donc, vous voyez tout de suite à quoi ça ressemble avant et après. Donc, du coup, on voit vite que la photo est un poil plus contrastée, sur la photo que j'ai traitée, avec un peu plus du coup de contraste et de noir, afin de bien mettre en avant l'arc-en-ciel. Je pense que là, on le voit bien. Voilà, bon, je repasse avec une photo. Si vous êtes travaillé en double écran, ici normalement vous avez également une fonction, alors là je suis qu'en simple, qui vous permet de mettre le double écran, ce qui fait que sur votre écran, alors par exemple l'écran de gauche, vous avez que votre photo, et sur votre écran de droite, vous aurez justement cette interface-là avec tous les paramètres. C'est intéressant quand on a vraiment des écrans 27 pouces, ça permet de voir tout de suite justement ce que vous avez pu faire, et voir l'impact tout de suite sur les photos, particulièrement quand vous agrandissez en 100%. Donc troisième photo, donc là c'est pareil, c'est dommage, elle est un petit peu floue. On recadre juste au niveau de la mer, c'est bien, on a une bonne base. Et là le but c'est pas du tout de cramer le soleil, ou bien au contraire, ça va être d'essayer de minimiser sa puissance parce qu'il est très très fort. Donc on va diminuer les blancs et on va essayer
On va essayer d'envoyer le contraste au maximum afin de mettre en avant justement le coucher de soleil. La mer ne nous intéresse pas trop. Et justement, j'avais pas fini mon recadrage. Je garde juste mon format original. J'aime bien quand, enfin, c'est bien de dérouter des moments à la règle des tiers, mais ici, elle marche bien, particulièrement sur les couchers de soleil. Donc la mer prend le premier tiers et le ciel garde les deux autres tiers. C'est pareil, on peut faire le avant-après. Vous voyez que la photo a un peu plus de peps, un peu moins fade, et elle se récupère très vite justement parce que le soleil était quand même extrêmement lumineux. Elle avait été prise, alors vous avez ici toutes les informations sur l'histogramme. Elle a été prise à ISO 200, donc ça c'est très bien, un coucher de soleil, en 28 mm et à f5. Donc voilà, il n'y a pas de souci. Mais du coup, elle manquait un tout petit peu de contraste. Donc on va repasser maintenant sur une autre photo que j'avais sélectionnée, qui était celle-là. Et après, je vous montrerai un petit peu comment faire du tri. Hop, j'ai pas besoin de passer sur l'avant-après, j'ai rien fait encore dessus. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur cette photo? Je ne sais pas si vous voyez bien, je vais vous montrer, on va le voir tout de suite. Alors, on a le coucher de soleil, on a surtout ces petits chalets-là, qui n'apportent strictement rien, et cette lumière-là, qui est magnifique, qui n'apporte rien non plus. Donc, première chose, on recadre. Donc, moi, je vais vouloir enlever ma lampe. Inconvénient, je n'ai pas de ligne d'horizon. Ici, ce sont que de la forêt, donc c'est que des arbres, donc il n'y en a pas un seul qui a la même hauteur que les autres. Donc, je n'ai rien pour me faire justement ma ligne d'horizon. Donc, on va la laisser comme ça semble à peu près correct. Et l'intérêt pour moi, c'est de supprimer ces petites maisons-là. Alors, pas supprimer au sens où je vais prendre le pinceau et je vais les enlever et remettre des arbres, mais plutôt les cacher. Donc là-dessus, c'est très simple. On va jouer sur les ombres, on va descendre au maximum, et sur les noirs. Vous voyez, on ne voit plus les maisons. Après, le problème, c'est que ma photo est un poil trop foncée. Et du coup, on va pouvoir remettre un petit peu de lumière. Hop. Après, il y a la possibilité également de passer par des pinceaux, comme celui-là, en fait, qui se trouve ici, qui s'appelle, je vais essayer de retrouver son nom, pinceau de retouche, voilà, qui permet, quand vous passez en fait sur une zone, de pouvoir en fait déterminer juste à elle seule, cette zone-là, l'exposition que vous voulez faire. Par exemple, si je définis ici, hop, j'ai mon pinceau, on aurait pu faire comme ça aussi, et par exemple venir juste modifier ici notre exposition. Alors, je l'ai très mal fait, hein, parce que je suis allée à la main levée, et c'est quand même très pratique d'avoir par contre une tablette graphique après pour faire ça. Vous avez vu, on peut retrouver les petites maisonnettes là juste en venant jouer sur l'exposition. Donc, et voilà. Donc là, on a traité 4 photos. Qu'est-ce qu'on peut faire après? Vous allez me dire, on les exporte tout de suite. Alors, c'est des photos qui étaient en fichier RAW. On les exporte tout de suite et on les envoie tout de suite à nos copains. Alors, vrai et faux. Pourquoi? Parce que si vous les exportez tout de suite, déjà, bah, il manque en fait des données de légende. Et ça, pour moi, c'est très important que vous le fassiez. Le problème, c'est que je ne me rappelle plus qui m'a envoyé les photos. Vous sélectionnez, c'est très simple, vous sélectionnez toutes vos photos, alors CTRL A ou pomme A, et vous allez venir synchroniser alors, les métadonnées en fait. Donc les métadonnées, c'est justement, vous allez y rajouter votre nom. Alors ici, justement, le nom. Si c'est sur copyright ou si c'est du domaine public, donc finalement, c'est très intéressant parce que je me rappelle qu'une fois, il y avait Wikipédia qui voulait utiliser une nouvelle photo. Mais vu que je l'avais mise sous copyright dans les métadonnées, ils ne pouvaient pas le faire. Ils étaient obligés de me demander l'autorisation et de changer aussi le copyright. Ici, vous pouvez mettre votre nom, mais pas forcément votre adresse et votre ville, sauf si vous êtes photographe professionnel. Mettez peut-être par contre une adresse mail. C'est intéressant également. C'est surtout si vous faites cliquer les photos. Alors, on a eu récemment le cas, nous, de notre côté, une photo qu'on avait publiée sur Photopassion, qui a été piquée par un magazine. Je sais que je l'ai publiée qu'à un seul endroit, donc c'était Photopassion. Je sais que toutes les métadonnées étaient renseignées. Je suis même allée vérifier. Donc il y avait bien mon nom, mon adresse mail, mon numéro de téléphone, mon adresse. Donc c'est vraiment de leur part qu'ils ne m'ont pas contacté. Et donc de leur part, et c'est vraiment de leur faute, s'ils ont décidé de prendre la photo. Donc c'est toujours important de renseigner ces données-là.
pareil, vous pouvez rajouter ici tout en bas des mots-clés, des légendes. Ça vous permettra aussi des fois de vous retrouver plus facilement vos photos. Alors là, en plus, vu que j'ai tout sélectionné, si je rajoute, on va rajouter mère, du coup, ça va venir s'appliquer à toutes les photos. Et maintenant, là maintenant, vous pouvez exporter vos photos. Donc, vous sélectionnez toutes les photos en question. Vous allez dans Exporter, donc le menu Fichier, Exporter. Hop. Vous pouvez renseigner l'endroit où vous voulez les placer. Donc, moi, je vais me mettre, je sais pas, JPEG, par exemple. Le nom qu'il va avoir. Donc, c'est pareil, généralement, quand je les sors en fichier original, donc la plus grosse taille, je laisse le nom du fichier. Après, ça dépend quand, voilà, quand je dois livrer des photos, je mets toujours un nom personnalisé. Enfin, c'est beaucoup plus pratique, plus agréable d'avoir mariage, je sais pas, de Sophie et de Vincent que des CSS 1845 2000. C'est quand même beaucoup plus joli. Et après, vous pouvez aussi jouer sur la qualité de votre JPEG. 100%, je laisse du 72% généralement quand je les mets sur Internet et venir redimensionner votre photo. Alors ça, c'est marrant, c'est que du coup, 600 pixels, c'est la taille qu'on met sur Photopassion. De toute façon, le blog n'affichera pas plus grand, donc ça sert à rien de venir saturer notre serveur. Vous pouvez même venir apposer un filigrane qui peut être tout simple, qui peut être justement le copyright qu'on a mis tout à l'heure. Donc là, on n'avait rien mis. Et là, tout simplement, vous faites exporter. Donc pareil, on voit ici la petite tâche tout en haut qui vient en fait s'actualiser avec les photos. Et on va venir les retrouver. On va aller dans le Finder carrément. Hop. À mon bureau. Regardez, on a le dossier JPEG qui s'est créé. Et on a bien nos photos qui s'affichent. Alors en plus, regardez, vous avez le copyright, vu qu'on n'avait rien mis, il a mis non. Voilà. Alors juste, on va aller très vite sur une deuxième partie. Alors on a compris toutes les bases donc du coup du traitement. Je voulais juste aborder avec vous comment faire quand on a fait une première photo et que toutes les autres, en fait, tout le réglage est identique. Donc là, c'est pareil, j'ai une série que j'avais faite à Saint-Lazare il y a 2 ans quand ils avaient mis la Tour Eiffel en fait dans la gare de Saint-Lazare. On peut venir faire un premier traitement. Je vais faire très vite. Hop. Blanche et blanche, je vais la faire sur le nounours, même si je pense qu'elle va être un peu biaisée. Voilà, admettons que ma photo est traitée. Alors, admettons, parce que je ne le ferai pas comme ça. Mais pareil, vous allez pouvoir après sélectionner toutes les photos qui sont prises dans les mêmes conditions de lumière et que vous voulez appliquer le même traitement. Et vous pouvez venir synchroniser, si pareil le bouton, vous pouvez dire tout ce que vous avez envie de sélectionner, tout ce que vous avez envie de synchroniser. Alors généralement, on ne synchronise pas le recadrage parce que justement, en fonction des photos, alors, sauf si vous étiez sur trépied, mais vous n'êtes pas du tout, pas forcément pris la photo de la même manière. Par contre, tout le reste peut s'appliquer. Vous synchronisez et vous avez vu toutes mes photos. Il y a un traitement qui s'est effectué sur toutes mes photos, justement, pour qu'on puisse avoir exactement le même réglage. Alors, c'est très pratique quand vous avez justement beaucoup de photos qui ont les mêmes conditions. Vous faites un traitement, vous y passez un peu de temps, vous y passez 2-3 minutes, et après vous appliquez à tout le monde, et finalement, c'est un gros gain de temps. Donc voilà, donc c'était un petit peu les bases du traitement sur Lightroom. Ce que je vous invite à faire, c'est de poser les questions que vous avez dans le module de questions. Et on va essayer d'y répondre ou de faire d'autres démonstrations si vous voulez, pas de souci.
Alors, il y en a qui ont trouvé le module de questions. Première question, que faut-il sélectionner pour avoir le dossier 2012 par exemple et le sous-dossier 2012-12-13? Alors, on va retourner sur l'import des photos, importer des photos et des vidéos. Alors, le problème, c'est qu'il va râler parce que du coup, il les a déjà. Hop, je vais enlever l'importation de doublons. En fait, c'est juste que j'avais mis organisé par date et automatiquement, il m'a fait un dossier par année. C'est vraiment lui qui me l'a fait automatiquement. Et après, un dossier par format de date. Alors, autre point d'ailleurs que je ne vous avais pas montré, vous avez vu ici, donc j'ai toutes mes dates. Alors, c'est un petit peu, du coup, c'est un petit peu imbuvable parce que vous savez plus ce que c'est. Vous pouvez venir le renommer. Alors, je vous conseille de le faire sous Lightroom. Je vous dirai pourquoi. Alors ici, on va le renommer. Donc, c'est Tour Eiffel Saint-Lazare. En laissant toute la date devant. Ce qui fait que donc j'ai ma date et j'ai mon événement. Si je reviens sur mon bureau, il m'est mis où celle-là? Je ne sais plus. Je ne sais plus où il m'a mis les photos. Je n'ai pas regardé du coup. Si jamais vous le faites sur votre directement en fait dans votre Finder, de modifier la date ou modifier le nom, il va plus réussir à trouver le dossier. Donc ce qu'il faut faire après, c'est de venir rechercher le dossier pour pouvoir en fait appliquer, qu'il puisse retrouver les photos en question. Alors que là, du coup, ben, il m'a renommé mon dossier, même sur mon ordinateur, donc c'est quand même bien pratique. Alors, j'ai une autre question. Je n'ai pas vu pour passer la photo d'horizontale ou à verticale. Donc, on va prendre une photo. On va dans redressement, donc ici, le petit onglet qui était là. Alors, on a la possibilité, je prends n'importe quelle photo là. Soit vous venez en fait avec votre curseur, alors, je repasse en original, soit vous venez aller chercher le vertical, hop, et en tirant en fait, c'est un coup de main à prendre. Soit il y a une manip, c'est avec le X, toujours pareil, là ça ne veut plus dire photo supprimée, ça veut dire photo verticale ou photo horizontale, c'est changement d'orientation. Alors sur Lightroom c'est pareil, il faut prendre un tout petit peu de temps pour lire les raccourcis clavier, il y en a quelques-uns à connaître, comme ce que je disais tout à l'heure, les sélections, qui sont très utiles et qui font gagner beaucoup de temps. Le coup du X pour passer de vertical à horizontal, c'est très pratique, ça vous permet de voir tout de suite l'impact de votre photo, surtout que vous avez la petite miniature ici, donc vous voyez tout de suite si votre photo correspond à ce que vous vouliez ou pas. Alors, je ne comprends pas trop la question. Est-on obligé d'importer dans une nouvelle arborescence? Peut-on travailler avec une arborescence présente sur le disque dur pour ne pas faire deux fois le travail de classement? Alors, de ce que je comprends, moi je travaille. Alors là, c'est parce qu'on est dans une démonstration, donc je ne suis pas allée travailler dans mon arborescence à moi. J'en ai qu'une seule, sinon, avec justement les dossiers 2014 où j'ai, je sais pas, 50 sous-dossiers à l'intérieur qui correspondent à chaque sortie photo que j'ai pu faire. Donc du coup, je ne fais pas deux fois le travail de classement. Le travail de classement, en plus, il faut vraiment penser que Lightroom est là pour organiser vos photos. Donc justement, c'est pas à vous de le faire à la main après, il faut vraiment le faire correctement dès le départ, à mettre bien dans les bons fichiers et en plus du coup, il le fait très bien avec la gestion des dates. Est-il possible d'enregistrer une photo en écrasant l'original? Je ne souhaite jamais garder les photos avant traitement. Alors, ça dépend des personnes. Alors oui, c'est possible, déjà. Moi, travaillant en fichier RAW, déjà, je ne peux pas les écraser. Et ça ne m'intéresse pas, par contre, parce que je veux les garder. Par contre, si vous travaillez en fichier JPEG, il vous suffit d'exporter votre photo au même endroit. Alors normalement, vous pouvez. Il suffit de les exporter exactement dans le dossier de photo d'origine. Voilà, donc là, c'est le dossier où du coup j'avais fait les photos. De ne pas les renommer.
Et donc, si c'est en JPEG, gardez le même nom et du coup, forcément, ça viendra écraser votre photo. Alors, j'ai une question, alors du coup, je sais que je ne peux pas y répondre, mais on va quand même la lire. Comment faire pour les mêmes photos, avoir un fichier pour le net basse définition et haute définition pour développer au moyen d'un script comme Photoshop? Alors déjà, vous pouvez effectivement avoir des fichiers en basse définition et en haute définition quand vous exportez en fait. Alors c'est pareil, moi je fais un fichier, généralement je fais un sous-fichier que j'appelle original, qui me permet de faire la photo que je ne redimensionne pas et que je mets par contre en qualité maximum, 100 pour le JPEG et 300 dpi, où je ne mets pas de filigrane non plus. Donc c'est la photo typiquement que je pourrais envoyer à mon imprimeur pour agrandissement. Et d'un autre côté, je ferai un deuxième export que j'appelle souvent JPEG ou Facebook d'ailleurs, ou même Photopassion, quand je sais qu'elles sont destinées à Photopassion, et que je vais venir redimensionner la taille que je veux. Donc pour le net, je dépasse rarement les 1280 pixels et je passe en résolution un peu plus faible, pareil niveau qualité du JPEG. Par contre, de script Lightroom, j'en connais pas personnellement pour les exporter comme ça. Donc là-dessus, je peux pas répondre. Alors, ne vaut-il pas mieux faire la correction de l'objectif avant le recadrement? Si, idéalement, oui. C'est juste que je pense toujours à la faire qu'à la fin et qu'en général, je reprends le redressement après. Mais oui, idéalement, c'est mieux de faire la correction d'objectif avant, surtout sur des objectifs qui sont à très grand angle, comme les 10 mm ou les 20 mm, où il peut y avoir pas mal de mouvements justement dans la photo juste après la correction de l'objectif. Ah, ben, je pense qu'on avait une photo de Fabien. Merci d'avoir retouché ma photo. Je suppose que ça devait être le coucher de soleil là sur lequel on est posé. Bah, de rien, avec plaisir et merci de nous l'avoir envoyé.